Donc, je m'appelle Camille Bajeux, je suis docteur en études genre et dans le cadre de ma thèse de doctorat, j'ai travaillé sur la santé masculine et la construction sociale du genre. Pour moi, la santé mentale, elle est indissociable de ce qu'on appelle en sociologie les déterminants sociaux de la santé. Et parler de santé mentale, c'est aussi parler en général, plus largement, des questions sociales et politiques qui traversent nos sociétés. Le fait de faire l'expérience de discrimination et d'inégalité a un impact sur notre santé et notre santé mentale en particulier. Donc ce à quoi j'aspire, c'est de participer à construire une société plus juste, solidaire et égalitaire, qui soit aussi donc une société promotrice d'une bonne santé mentale. Le genre, dans nos sociétés, c'est ce qu'on appelle un système de pouvoir qui organise la société en deux catégories qui sont hiérarchisées, les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. Ce système, il est bien sûr nocif pour les femmes, mais aussi pour toutes les personnes qui ne se reconnaissent pas dans cette binarité et qui, d'une manière ou d'une autre, ne se reconnaissent pas ou n'expriment pas des codes ou des normes qui sont associés à ce système. Donc pour comprendre les problématiques qui touchent particulièrement la santé des hommes, il faut aussi s'intéresser à la manière dont ces rapports de genre s'articulent avec d'autres rapports de pouvoir qui traversent nos sociétés. Selon la position qu'on occupe en fait dans l'espace social, selon le fait qu'on soit de classe moyenne ou de classe supérieure ou de classe inférieure, le fait qu'on soit racisé, le fait que l'on ait une certaine orientation sexuelle ou identité de genre, ces éléments se croisent et participent à l'expérience particulière que les personnes vont avoir de leur santé mentale, à la fois parce qu'ils ont des expériences de vie qui sont différentes et donc des ressources qui sont différentes, mais aussi parce qu'ils vivent donc des discriminations, des inégalités qui ont un impact sur leurs conditions sociales d'existence. Un biais de genre, c'est le fait de traiter différemment, de manière consciente ou inconsciente, le plus souvent inconsciente, des personnes en fonction de leur genre. Ça peut être à la fois en fonction du genre qu'on perçoit, donc selon l'expression de genre, ça peut être aussi selon l'identité de genre, c'est-à-dire le sentiment reconnu par les personnes que l'on s'identifie comme un homme, ou que l'on s'identifie comme une femme ou comme une personne non-binaire, par exemple. Ces biais de genre, ils peuvent avoir des effets qui peuvent être positifs pour certaines personnes. On sait par exemple que les hommes cisgenres, donc qui se reconnaissent dans le sexe qui leur a été assigné à la naissance, sont souvent plus pris au sérieux lorsqu'ils se plaignent de maux physiques. Et à l'inverse, ça peut être des biais qui sont négatifs ou qui ont des conséquences négatives pour les personnes. Par exemple, on sait, beaucoup d'études le montrent, que les femmes sont moins prises au sérieux lorsqu'elles elles témoignent de souffrance, elles se plaignent de douleur, et que souvent ces symptômes ont plus tendance en tout cas à être catégorisés comme relevant de problèmes psychiques. On dit souvent que c'est un enjeu systémique. Systémique, ça veut dire que c'est quelque chose qui structure même l'organisation de nos sociétés. Et le genre, réellement, c'est quelque chose qui est vraiment au fondement même de nos sociétés. Ça nous paraît naturel aujourd'hui, mais en réalité, dès qu'un enfant naît, on lui assigne un genre, avant même sa naissance par ailleurs, hein, puisqu'on a les échographies qui permettent de le faire. Et si on regarde l'espace, les toilettes sont séparées, les métiers, les goûts, tout est organisé selon cette différence. Donc ça serait difficile, quand on évolue dans une société qui est organisée selon le genre, de ne pas soi-même être affecté de biais de genre, même si on est médecin, même si on est scientifique. Le modèle dominant de masculinité qui prévaut dans nos sociétés aujourd'hui, c'est celui de l'invulnérabilité. Invulnérabilité à la fois physique, mais aussi psychique, qui est inculquée assez tôt aux enfants qui sont assignés garçons à la naissance. Donc dès l'enfance, les enfants qui sont assignés garçons sont invités à ne pas faire l'expression, à ne pas montrer de comportements qui seraient trop associés à ce qui est traditionnellement associé à la féminité. La douceur, l'empathie, mais ça peut être aussi la tristesse et le fait de pleurer. On entend souvent cette expression « les garçons ça ne pleure pas ». Cette norme, elle est à la fois inculquée donc, par la famille, par la société, par les pères, et on voit assez rapidement que une des pires insultes qui puisse être faite à un garçon, c'est le fait de ressembler au féminin ou à une fille. Et donc ça pèse bien entendu, cette construction sociale des normes de masculinité, ça pèse bien entendu sur la manière dont les garçons et les hommes font l'expérience de leur vie émotionnelle, mais aussi des ressources
On sait notamment que les hommes disposent de moins de réseaux d'amitié, de solidarité sur lesquels ils peuvent s'appuyer et se confier. Et les cercles de sociabilité masculine ne sont aussi peu ou moins organisés autour du partage de la vulnérabilité comme peuvent l'être les réseaux de sociabilité féminine. Et par conséquent, les hommes, et là encore une fois je parle principalement des hommes cisgenres hétérosexuels, ont tendance à moins consulter lorsqu'ils rencontrent des problèmes, à la fois des problèmes de santé physique, mais aussi des problèmes de santé mentale. Et cela a une incidence aussi sur la façon dont ce travail de prendre soin est pris en charge au sein des couples hétérosexuels, puisque souvent, la partenaire féminine devient une des plus proches confidentes et effectue une grande partie du travail émotionnel pour assurer le bien-être du couple et le bien-être du partenaire. Donc c'est important aussi de vraiment mettre au centre cette question de la construction sociale de la masculinité, aussi parce qu'on est dans un contexte où la question du taux de suicide des hommes est assez fréquemment discutée, et notamment mobilisée par certains courants réactionnaires qui s'opposent aux progrès qui sont réalisés en matière d'égalité de genre. Dans ce discours, en fait, on sait qu'il y a beaucoup plus d'hommes qui décèdent des suites d'une tentative de suicide que de femmes. Et dans ce discours de ces groupes antiféministes qui s'opposent aux progrès qui sont réalisés en matière d'égalité, ce phénomène s'explique par le fait que les hommes auraient perdu leurs repères et qu'ils seraient plus vulnérables dans cette société où des droits sociaux et des acquis sociaux ont été réalisés pour les femmes et les minorités de genre. Si on s'intéresse aux statistiques qui concernent les tentatives de suicide, ce dont on se rend compte, c'est que les hommes et les femmes sont tout autant aussi nombreux à faire une tentative. La différence est même un peu plus du côté des femmes. Et cette différence de mortalité, elle s'explique principalement par le choix des méthodes plus létales qui sont utilisées par les hommes. Plutôt que de s'interroger en fait sur les progrès qui sont réalisés en matière d'égalité de genre, pour vraiment aussi pouvoir accompagner et lutter contre ce fléau, il convient plutôt de s'interroger sur la façon dont la domination masculine et le patriarcat a des coûts sur la vie psychique des hommes et participer donc à déconstruire ces normes et ces stéréotypes. On sait en général que les femmes ont beaucoup plus tendance à aller consulter lorsqu'elles rencontrent un problème de santé. Ce phénomène s'explique d'abord par le fait que les femmes sont socialisées assez tôt à prendre soin de leur santé, notamment dans le cadre de la norme gynécologique, c'est-à-dire qu'elles sont enjointes assez régulièrement, assez tôt, à faire des bilans de suivi systématique d'une année à l'autre, sans qu'il n'y ait en réalité d'équivalent masculin d'un ou d'une interlocutrice qui soit disponible spécifiquement pour les hommes. Ça s'explique également par le fait qu'on construit le fait de prendre soin comme une caractéristique féminine, c'est ce qu'on appelle le travail de care, qui implique souvent le fait de prendre soin d'autrui. Et c'est aussi avec le rapport au corps qui est appris différemment à travers la vie, du côté des femmes et des hommes, où les femmes sont plus enjointes à faire attention aux signaux de leur corps, à les détecter et à les consulter lorsqu'elles remarquent une différence par rapport à ce qu'elles ont l'habitude de constater. Donc d'autre part, les biais de genre influence aussi la manière dont les personnes sont prises en charge lorsqu'elles se retrouvent dans le cabinet médical. Dans ma recherche, qui était une recherche historique, mais qui montre en fait des continuités jusqu'à aujourd'hui en termes de dynamique, de rapports de pouvoir qui se jouent entre les médecins et leurs patients-patientes, les médecins étaient souvent mal à l'aise avec le fait de potentiellement heurter les sentiments de masculinité de leurs patients, ce qu'ils imaginaient comme pouvant être une atteinte à leur virilité. Parfois se jouaient aussi des rapports plutôt de solidarité, de sympathie, ou au contraire, selon le positionnement social des patients, des rapports plutôt conflictuels envers des patients qui étaient perçus comme plus difficiles, car se laissant moins manipuler ou acceptant moins facilement de prendre des rendez-vous et de participer réellement à la prise en charge. C'était sans doute plus facile pour ces hommes de pouvoir exprimer leurs difficultés psychologiques
lorsqu'ils venaient à une consultation pour des motifs qui étaient autres, qui pouvaient être pour des motifs somatiques, à savoir par exemple des maux de ventre, des maux de tête ou des vertiges par exemple. Et puis il faut comprendre aussi que pendant très longtemps dans l'histoire de la médecine, toutes les personnes qui étaient assignées au sexe masculin et qui ne se conformaient pas au rôle qui était attendu d'eux, ont été psychiatrisées, ont été catégorisées comme relevant, comme ayant des troubles mentaux. Je pense notamment à l'exemple de l'homosexualité, qui jusqu'aux années 70, 80, et voire même jusqu'aux années 90, avec la classification internationale des maladies, était considérée comme une maladie mentale. De même également pour la transidentité, qui jusqu'à très récemment relevait d'un trouble psychiatrique. Ce que ces exemples révèlent, c'est surtout que la façon dont les médecins et la médecine en général qualifient ce qui relève d'une bonne ou d'une mauvaise santé mentale est étroitement liée à la construction sociale du genre et à la perception que les médecins ont de ce qui relève de la féminité ou de la masculinité. Ces exemples montrent aussi en fait que le fait de ne pas se conformer à ce qui est attendu des normes de masculinité a longtemps été donc considéré comme relevant de signes d'une mauvaise santé mentale. Et donc l'invitation que j'aurais à faire aujourd'hui, ce serait de s'interroger sur la façon dont ces normes de genre façonnent en fait la prise en charge des personnes et sont des obstacles à une bonne prise en charge et un bon accompagnement. Alors bien sûr, il y a un travail de sensibilisation qui est à la fois individuel, dans le sens de se rendre consciente et conscient de nos propres biais de genre, que nous avons tous et toutes. Mais je pense que plus largement, pour changer d'échelle, ces transformations ne peuvent se faire que d'un point de vue aussi collectif. Il faut s'atteler à une transformation plus profonde de nos sociétés pour construire des sociétés qui soient plus égalitaires et proposer aussi d'autres modèles de masculinité qui ne soient pas basés sur l'invulnérabilité, mais qui soient au contraire basés aussi sur le fait de prendre soin et de se soucier de soi et des autres, qui participera nécessairement à une amélioration sans doute de l'expérience de la santé mentale des personnes, mais aussi plus globalement à une transformation de nos sociétés et à la lutte contre les inégalités qui persistent encore aujourd'hui.